Bonsoir. Bonsoir, Merci. je vous demande d'applaudir le réalisateur Régis Froissart. Merci beaucoup. Merci beaucoup, j'espère que vous allez bien, que vous avez des stocks de mouchoirs avec vous. Parce que c'est un film, j'ai entendu, magnifique, très émouvant aussi. Merci. En attendant d'entrer dans la salle, Régis, je vous ai vu très ému. C'est un film qui continue comme ça à travailler chez vous de manière très émotionnelle. Oui, je ne sais pas exactement pourquoi, mais voilà. Puis je suis très ému de voir une salle aussi pleine. Voilà, puis il y a une deuxième salle qui s'est ouverte aussi. Donc bonjour à ceux qui sont dans l'autre salle, qui nous reçoivent en vidéo, je crois, c'est ça. Et non, c'était un film en plus qui me tient à cœur et qui était très émouvant à faire aussi. Et j'ai rencontré des belles personnes, même si je connaissais Romain Duris, Virginie Fira, Grégory Gadebois et cet enfant aussi. Est-ce que ce bouleversement qu'on voit chez vous, cette émotion en tout cas, était une émotion que vous avez eue à la lecture du livre d'Olivier Bourdeau, dont le film est adapté ? En fait, ce qui était très étrange, c'est quand le livre est sorti, moi j'en avais pas entendu parler et j'ai une dizaine d'amis qui m'ont dit Régis, tu dois absolument lire ce livre et tu dois faire l'adaptation. Et durant 10 jours, ça n'a pas cessé. Et moi, en fait, j'avais pas envie, quoi. C'est comme quand on vous parle énormément d'un film, qu'on vous dit d'aller voir, parfois on a un peu voilà, on a un petit peu peur. Et je raconte ça à un jeune producteur. Mais en fait, je ne l'appelais pas pour ça. Et je lui dis, c'est très bizarre, j'ai des gens qui m'appellent et qui me disent, Régis, tu dois adapter Bojangles. Et il s'appelle Thierry. Et Thierry me dit, je suis à une terrasse de café, je viens de finir le livre, je suis en larmes, c'est toi qui dois le faire. Donc là, je me suis dit, il faut que je lise le livre. Et ça m'a bouleversé. Et ce qui s'est passé, pour la petite histoire, c'est que j'aime faire lire mes scénarios à ma compagne. Et là, je lui ai fait lire le livre et je lui ai dit, écoute, elle s'appelle Valérie. Valérie, il faut que tu lises ce livre, mais très rapidement, parce que j'ai envie de prendre une décision très rapide. Et elle avait, comment dire, dans la journée, elle devait prendre le métro, elle devait prendre le taxi et tout ça. Et je lui ai dit, mais je m'en fiche, tu te débrouilles pour lire le livre dans la journée. Et elle arrive à la maison, il lui restait 30 pages. Et j'ai prétexté en fait qu'il y avait un film à la télévision que je devais voir absolument. Et donc en fait, elle a fini le livre dans de très mauvaises conditions. Mais je voulais voir jusqu'à quel point le livre pouvait l'émouvoir aussi, comment dire, avec des difficultés aussi grandes de lecture. Et je l'observais pendant que je regardais le film que j'avais déjà vu en fait. Et je l'ai vu d'un seul coup fondre en larmes à la fin. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce livre ? C'est pas possible. Il émeut autant de gens, c'est fou, quoi. Et je lui ai dit, tu crois que je dois faire le film ? Elle m'a dit, si tu le fais pas, je te quitte. Donc, l'enjeu était très très fort. L'enjeu était très fort. Donc voilà, j'ai tout fait après pour obtenir les droits du livre. Et il y a eu, je sais pas, presque 100 demandes de production de réalisateurs qui voulaient faire ce film. Moi, je voyais en fait chez beaucoup de producteurs qu'ils voulaient faire ce film parce que comme c'était un énorme succès de librairie, que ce serait après un énorme succès et une grande manne financière pour eux. Et moi, c'est aussi pour ça que ça me rebutait au départ, parce que c'était faire une œuvre cinématographique, c'est pas comment dire, avant tout de faire des entrées. Le but, c'était un best-seller en fait, c'est un best-seller. premier roman qui Exactement. a été vraiment. Donc moi, je voulais faire vraiment un film que j'aime, tomber amoureux de l'histoire, et j'étais tombé amoureux de l'histoire. Et j'ai rencontré Olivier Bourdeau. Et lors de notre rencontre, je voulais voir en fait si je pouvais être totalement libre pour l'adaptation. Et je lui ai dit, Olivier, je vais vous trahir. Mais je vais vous trahir, vous n'allez même pas comprendre. Et là, il dit oui. Et là, il sourit.
Et en fait, il était heureux que quelqu'un lui dise ça, parce qu'en fait, visiblement, tous les gens qu'il avait vus avant lui disaient on va être très, très fidèle au livre et tout. Mais moi, au final, en fait, en le trahissant, finalement, je me suis beaucoup rapproché de ce qu'était le livre au final. Et alors, du coup, comment s'est passée cette trahison? C'est-à-dire comment vous avez, du coup, travaillé sur ce livre? Et aussi, pourquoi c'était vous? Pourquoi vos amis et votre compagne, qui vous connaît très bien, pourquoi ont-ils pensé que c'était vous? Et pourquoi vous-même avez-vous pensé que voilà, ce livre pouvait être votre film? En fait, ce qui est très bizarre, c'est que euh, moi, je fais des films très différents. Donc, voilà, j'ai fait un premier film qui était une comédie romantique et sportive, un deuxième qui était un polar. Donc, c'était pas forcément, comment dire, je l'ai pas. C'est très bizarre, je ne sais pas en fait pourquoi c'est venu jusqu'à moi. C'est juste en fait l'émotion qui m'a traversé en lisant le livre, qui était une sorte de roller coaster, de grand 8 émotionnel. Donc je me suis dit, si j'arrive à émouvoir un tant soit peu autant les lecteurs du livre grâce au film, ce serait formidable. Et donc on a écrit avec Romain Compin, qui est le scénariste avec moi depuis Populaire. Et on Avec a beaucoup de métiers, ça, il est très expérimenté. exactement. Et on a fait en fait cette adaptation en pensant que voilà peut-être que parce que le livre est raconté par l'enfant, enfin la narration est faite par l'enfant, et nous on s'est dit bah, on va le faire par le père, et en fait on va glisser progressivement vers le point de vue de l'enfant. Est-ce que Olivier Bourdeau, une fois qu'il a accordé les droits pour son adaptation, a été impliqué, ou est-ce que vous l'avez sollicité d'une manière ou d'une autre? En fait, on a voulu rencontrer après l'acceptation La l'idée trahison. la trahison. On a déjeuné, Romain et moi, avec Olivier, et ça devait durer 1 heure, et ça en a duré 5. Voilà, on s'est beaucoup parlé, on lui a posé beaucoup de questions et tout, et après il nous a dit voilà, maintenant faites ce que vous voulez. Et durant la préparation du film, durant l'écriture, en fait, on l'appelait, mais très naturellement, pour lui poser des questions du style, voilà, durant la fête espagnole, comment sont habillés les gens, des choses comme ça, ou quel était le vécu de certains personnages. On lui proposait des idées juste pour le tester, pour voir ce qu'il en pensait. Il était très bienveillant. Ah, si, vous m'entendez toujours. Il était vraiment bienveillant, et il a vu le film. Et il a été retourné, parce que d'un seul coup, de voir ces personnages à l'écran, les parlant, ça l'a beaucoup presque choqué. Mais il est avec sa famille, sa femme, qui ont adoré le film et qui le rassuraient, en fait. Et après, il a vu une deuxième fois le film, et il s'est écroulé en larmes, en fait. Donc, je peux le dire parce que c'est un ami maintenant. Donc, il accepterait que je dise ça de lui. Donc vous allez faire pleurer la France entière, du coup, avec La ce France film. entière, bah, quand je vois une salle comme ça, je me dis que c'est possible. Et pardon, pardon. Alors, je suis assez étonnée que vous disiez que vous avez envisagé de le faire du point de vue du père, parce que l'enfant est extrêmement présent. Et donc, je voyais plutôt ça du point de vue des yeux de l'enfant, que vous filmez beaucoup. Oui, mais en fait, on s'aperçoit, ça commence avec toute l'histoire du père et de leur histoire d'amour et le déclenchement de cette histoire. Donc, en fait, ce qui est raconté en fait par le père dans le roman, il y a 2 points de vue. Mais voilà, on a essayé de faire autre chose et dans un ordre différent. Il y a 2 grands acteurs dans ce film, Romain Duris, Virginie Fira, mais il y a aussi un grand petit garçon qui est assez extraordinaire. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce petit garçon? On cherchait un petit garçon extraordinaire, et avec la directrice de casting qui s'appelle Elsa Pharaon, je lui avais fait un petit peu un défi. Je lui avais dit tu te souviens du petit garçon dans E.T.? Et je lui ai montré un essai en fait de ce petit garçon face à Spielberg, et vraiment un essai très impressionnant. Et je lui ai dit voilà, je cherche un petit garçon comme ça. Et on avait commencé le casting en mai 2019. Et en octobre, fin octobre, on n'avait toujours pas ce petit garçon, alors qu'on tournait 3 mois après. Donc c'était très difficile. Et il faut savoir que quand on tourne avec un enfant, il faut des autorisations, de la DAS, il y a beaucoup d'administration. Il faut qu'on s'assure qu'il soit bien scolarisé. Exactement. Donc ça prend du temps. Et donc on était vraiment là très très mal. Et je dis à Elsa, on ne va pas perdre de temps, on va former la bande qui agresse Gary.
dans l'école, parce qu'on a vu quand même des bons petits acteurs, et faisons ça. Et je me suis dit, le chef de bande, ça doit être Milo, donc le petit garçon que vous voyez à l'écran. Et Milo est arrivé, il est arrivé avec son petit frère, Solane, qui avait 9 ans à l'époque. Et Elsa le voit, il a fait un petit rôle parlant, et elle lui dit, mais tu veux pas essayer le rôle principal, Gary? Et il est allé apprendre le texte en 2 minutes, comme ça. Et il est revenu, et on était totalement bouleversés par ce qu'il faisait. On lui a refait passer 3 jours plus tard un autre essai avec un texte beaucoup plus grand, très émotionnel, et là on était totalement renversés, on savait que c'était lui. Et on a vu 1 millier d'enfants avant de le trouver. Alors, comment vous avez eu l'idée de former ce couple, Romain Duris, Virginie Fira? Romain Duris, vous aviez déjà dirigé Romain dans Populaire. Donc, sur quelle idée de casting vous êtes parti en vous disant c'est ce couple qui va pouvoir incarner cette histoire d'amour absolu, extravagante, folle? Vous avez raison, c'est ce couple. C'est-à-dire que je n'ai pas cherché à me dire qui doit interpréter Camille et qui doit interpréter Georges. Je me suis dit, il faut que je trouve un couple. Donc j'ai mis des photos, voilà, comme ça, sur une table. Et très rapidement, la photo... C'est facile, alors on met des photos et on joue. Ouais. Et donc Virginie est apparue à côté de Romain, et j'ai dit, c'est eux, c'est sûr et certain. Donc on leur a envoyé le scénario à eux deux en même temps, sachant que Virginie savait que Romain le lisait, Romain savait que Virginie le lisait, et tout de suite, en fait, ils nous ont dit oui. Et c'était merveilleux, et parce que j'adore ces deux acteurs, véritablement, et je connais bien Romain, mais j'aime l'homme qu'il est, c'est-à-dire quelqu'un qui ne manipule jamais, qui a beaucoup de cœur, qui ne demande rien en retour, jamais. Et en fait, il est un peu l'homme que j'aimerais être. Donc, et un peu celui qui, voilà, c'est une belle déclaration. C'est un peu comme Georges. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu encore travailler avec lui. Ils ont un ange gardien, c'est Grégory Gadebois. Comment s'est passée la rencontre avec lui? Ce qui est marrant, c'est que autant je m'étais vraiment, j'avais décidé de ne pas mettre de tête durant l'écriture du scénario, parce que en fait, j'ai une petite habitude, et avec mon co-scénariste, c'est que on choisit, si on pense à des acteurs, on pense toujours à des acteurs morts. Voilà. Donc voilà, mais comme ça, en fait, si en fait on leur fait lire le scénario, ils sont plus là, donc ils ne pourront pas nous refuser. Alors là, en fait, ce qu'on a fait, c'est que pour Grégory, en fait, il est apparu très tôt, en fait, finalement, dans l'écriture. On savait que c'était lui. Moi, j'adore cet acteur. Puis il avait cette carrure qui était formidable, en fait, pour interpréter l'ordure. Et j'ai rencontré Grégory, qui est normand, comme moi, et ça a créé des liens très, très immédiats. Et je pensais pour un autre couple, parce que là, on parlait tout à l'heure du couple Virginie et Romain, mais d'une certaine manière, Romain et Grégory forment aussi un autre couple de cinéma, et je pensais, j'avais un Saint-Jean d'hiver en tête. Donc, je voyais Belmondo et Gabin, et je trouvais qu'il y avait un peu cette corrélation. Parce qu'Olivier Bourdeau... comment dire, à des références littéraires qui sont celles de Scott Fitzgerald, de Truman Capote, mais aussi de Blondin. Et ça me faisait penser à ce film, en particulier durant le feu d'artifice. Et la scène d'ouverture, ça pourrait être une scène de Gatsby, au fond, peut-être, d'une certaine manière. Bojangles, en préparant cette discussion, vous m'avez raconté une anecdote assez marrante sur les droits du film. On peut le raconter, c'est intéressant. Chanson. Oui. Combien c'était difficile d'avoir les droits sur cette... et combien ça coûtait aussi, très pragmatiquement. Oui, en fait, la chanson du livre est interprétée par Nina Simone, mais Mr. Bojangles, c'est une chanson qui fait presque partie maintenant du répertoire américain, qui a été chantée par plein de personnes. Y compris en France par Hugo Frey, oui, qui l'a reprise. Exactement. Et donc, on demande les droits de la version de Nina Simone. Et à ce moment-là, les ayants droit, il y a la fille de Nina Simone, et qui, elle, a accepté de demandant une somme dérisoire pour sa partie, qui était quand même une partie de 75% des droits. Et la partie de 25%, en fait, elle est toujours détenue par la famille de Michael Jackson. Et ils nous demandaient $500 000. Donc, $500 000, ça représente 5% du budget du film. Donc, on s'est dit, comment fait-on? Voilà. Donc, on a essayé durant 6 mois de négocier, et pas $1 de baisse de leur part.
Donc on a décidé de faire notre propre version. La famille Jackson a besoin d'argent. Oui, bien sûr. Et donc on a demandé, enfin moi je cherchais qui pouvait interpréter cette chanson, donc on m'a proposé des très grands noms de chanteuses de jazz comme Nora Jones, Mélodie Gardot, et en fait je me suis dit mais cette chanson elle est très interprétée par Nina Simone, très jouée, et Nina Simone en fait est une femme qui a des timbres masculins, et je me suis dit mais pourquoi je ne prendrais pas un homme qui a des timbres féminins? Et j'avais écouté un album d'un garçon néo-zélandais qui s'appelle Marlon Williams. Et on l'a contacté. Et il était d'accord de faire une maquette en version piano. Et ça a tout de suite pris. Et on a enregistré en fait notre version. Parce que c'est presque un personnage en soi, comme ça revient tout au long du film. Ça joue dramatiquement en fait dans le récit du film. Comment dirige une grue? Il y a un animal, c'est très difficile, paraît-il. Mais en fait, il n'y a pas une grue dans le film, il y en a 5 différentes. C'est-à-dire qu'on avait 5 grues, et chacune d'entre elles, pour pas les fatiguer, pour être respectueux en fait des animaux, pour qu'il n'y ait aucun danger. Il y en avait une qui marchait, une qui s'envolait, une qui atterrissait, une qui perçait en fait le tableau. Et on avait 5 grues. Et elles ont des talents différents. exactement. Et on avait aussi une marionnette pour certains plans, qui était la réplique exacte de ces grues, avec un marionnettiste. Et il y a aussi quelques effets spéciaux numériques. Donc on a pris en fait 3 techniques différentes pour faire vivre cette grue. On va laisser la parole aux spectateurs. Donc il y a un des micros qui circulent. On a plein de lumière, on a du mal à vous voir. On vous voit là. Je vous vois très mal. Voilà. Ah, c'est bien là, on vous a éclairé. Donc n'hésitez pas à prendre la parole. J'arrive pas du tout à voir s'il y a des mains qui se lèvent. Oui. Je suis là. Je ne sais pas si vous me voyez. Ah, bonjour. Bonjour. Vous avez dit que vous aviez prévenu l'auteur du bouquin que vous alliez le trahir. Est-ce que vous, au montage, est-ce que vous avez dû vous trahir vous-même par rapport à ce que vous aviez envie de faire? Alors on a terminé le tournage du film 3 jours avant le premier confinement. Et c'était quand même une chance, là. Et je me suis retrouvé en confinement en Bretagne. Et mon monteur, lui, était en confinement à Maison-Alfort. Et il a eu du nez, c'est qu'il a pris les machines de montage et tous les rushs. Et on a fait le montage à distance. Et c'était d'un seul coup beaucoup plus calme que d'être dans une salle de montage où on est un peu pressé des fois par les choses et qu'on prend des décisions qui sont un tout petit peu rapides parfois, sur lesquelles en fait on revient parfois, mais ça en devient très fatigant. Donc ce qui se passait, c'est quand Loïc, l'Allemand, le monteur, en fait m'envoyait des séquences, eh bien je lui disais je ne sais pas. Donc je vais me balader durant 1 heure, durant 1 kilomètre, chose qui nous était autorisée. Et je reviendrai peut-être les idées claires. Et c'est ce qui se passait à chaque fois. Chaque jour, c'était comme ça. Et d'un seul coup, c'était beaucoup plus zen, mais pour avoir le recul. Et ce qui est assez étonnant, c'est que le montage est toujours une réécriture finalement, mais là, c'était très fluide, extrêmement fluide. Et c'est la première fois que ça m'arrive, mais je n'ai coupé aucune scène de ce qui a été tourné. Comment vous expliquez que c'était aussi fluide ? Parce que déjà, l'écriture, je crois que ça l'était, et que la mise en scène, en fait, ce que j'avais prévu, faisait que voilà, il y avait de la fougue tout le temps, et puis que les comédiens, d'un seul coup, tout était bon, il n'y avait pas de redite d'une séquence à une autre qu'on aurait pu supprimer, et d'un seul coup, même dans des petites séquences qui auraient pu faire perdre du rythme ou ce genre de choses, il se passe toujours finalement quelque chose. Donc voilà, d'où ce montage en fait. C'est-à-dire y compris dans les scènes plus dramatiques, plus tragiques, à l'hôpital psychiatrique, ensuite dans le château en Espagne. Dans toutes les séquences. C'est très bizarre. C'est la première fois que je ne coupe pas de séquences que j'ai tournées.
C'était difficile à tourner les scènes justement vraiment plus dramatiques, ou au contraire celles, notamment la scène où on voit la fête à la maison, où on commence à voir une première faille, où elle rit, elle pleure. Donc qu'est-ce qui était au fond le plus difficile à réaliser? Quelquefois, en fait, c'est pas forcément les scènes les plus spectaculaires qui sont les plus difficiles à tourner. Quelquefois, c'est les scènes les plus douces, les plus intimes, celles où en fait il y a un changement d'humeur. Et effectivement, une scène comme celle où l'ordure vient voir Camille pour lui demander si ça va, et qu'elle lui explique, et qu'elle passe des larmes au rire, du rire aux larmes, puis qu'elle repart encore dans le rire. C'est des séquences extrêmement difficiles à tourner, mais j'avais quand même des Stradivarius avec moi. Donc, c'est-à-dire que des gens à qui j'ai pas besoin d'apprendre la comédie. Donc, je les dirige, je leur dis un peu moins, un peu plus, et puis surtout, en fait, mon travail, c'est de les mettre en confiance. Ce qui s'est passé aussi, c'est que le travail de direction d'acteur pour ce film, c'était de les mettre en immersion dans le film, dans l'époque. Donc, quand ils essayaient leur costume, par exemple, on parlait du rôle, on parlait de ce genre de choses, et le chef opérateur, la chef décoratrice étaient là, ils étaient déjà en fait en immersion dans le film. Et aussi, je leur ai fait visiter les décors avant qu'ils soient prêts, pour qu'en en fait, ils s'habituent aussi à leur appartement en particulier. Cette scène en particulier, Virginie Fira est incroyable dans cette scène, c'est-à-dire qu'elle passe dans des nuances d'émotions. Donc là, on voit toute la mesure de son talent, finalement. Enfin, on n'en doutait pas, mais cela dit, cette scène est quand même assez extraordinaire. Excusez-moi, mais alors, donc je fais des commentaires, mais on laisse la parole à la scène. Oui, bonsoir. Merci, monsieur, pour ce film qui est très beau. Vous avez dit que vous aviez pris de la liberté avec l'auteur et le livre. Moi, je trouve au contraire que vous avez été très près et vous avez rendu le caractère tout à fait exceptionnel de ce premier roman d'Olivier Bourdeau. Ma question est tout simplement, comment fait-on la différence pour obtenir les droits quand vous nous avez dit qu'il y avait plus de 100 demandes pour obtenir ces droits d'édition et de tournage? Comment Olivier Bourdeau vous a choisi? Pourquoi vous? Quels ont été les arguments que vous avez pu trouver pour remporter le match? Il y a deux choses. La première, c'est que quand j'ai appris que il y avait une sorte de concours en fait pour gagner ses droits, il fallait être un binôme réalisateur-producteur. Et bien avant, j'avais réalisé des clips vidéo musicaux qui fonctionnent en fait ce qu'on appelle sur des appels d'offres. C'est-à-dire c'est un concours en fait finalement. Donc moi, j'étais très content de quitter en fait cet univers pour faire des films sans qu'on passait par des concours. Donc et ça faisait très longtemps que j'en avais fait et je voulais pas le faire. Honnêtement, ça me rebutait. Je me suis dit, c'est 3 ans de ma vie, comment on ira passer sur un film? Je vais pas faire un concours pour gagner un film. Mais l'envie, en fait, de le faire était tellement supérieure à tout que je dis, OK, je fais un dernier concours pour le faire. Et un dernier concours pour le gagner. Et je me suis dit, en fait, l'éditeur voulait ce qu'on appelle une lettre d'intention d'adaptation et écrite. Et je me suis dit, si je me lance là-dedans, ça veut dire que je vais devoir m'identifier aux personnages, rentrer dans eux pour pouvoir écrire ça. Et je me suis dit, si je fais ça, et je vais le faire passionnément, si je ne gagne pas ce concours, le deuil de perdre en fait l'adaptation, ça va être horrible. Donc j'ai décidé de faire un petit film. Et j'ai fait un petit film de 2 minutes. Une sorte de bande-annonce rêvée en fait du film. C'est-à-dire que j'ai sélectionné des films que j'aimais, des films qui pouvaient ressembler à l'univers que je voulais de mon propre film. Et pour l'anecdote, en fait, j'avais repéré des bandes-annonces de Gaumont-Pathé sur des films de Duvivier, donc des films de patrimoine, et je trouvais qu'il y avait des nouvelles bandes-annonces. Et j'ai demandé qui a fait ça, et c'était un jeune homme de 21 ans qui était à Nice et qui avait fait ça. Et je l'ai appelé et je lui ai dit, est-ce que tu veux pas m'aider à faire une sorte de bande-annonce rêvée de Bojangles? Je lui ai envoyé le roman et il avait plein d'extraits de films parce qu'il avait fait une vidéo qui avait circulé sur le net qui s'appelait 120 ans de cinéma en 3 minutes, qui a été vue par des millions de gens. Donc il avait plein de films. Moi, je lui en ai envoyé d'autres pour avoir les extraits. On a monté ça sur la version de Nina Simone, pour le coup, de Mr. Bojangles.
Et ça a marché. Et quand j'ai montré cette vidéo à Olivier Bourdeau et à toute la maison d'édition, ça les a beaucoup émus. Et c'est là qu'on a gagné le droit de faire le film. Ça se fait souvent, ce genre de Pas. manière de faire? Non, mais en plus, comment dire, c'est... Moi, j'ai une sorte de devise. En fait, qu'un producteur un jour m'a dit, Régis, n'aie pas peur d'être fou. Voilà, je trouve que ça allait bien avec ce film, et je me suis dit, bah voilà, n'ayons pas peur d'être fou et essayons de faire autre chose pour obtenir les droits de ce livre. C'est une jolie folie, pour le coup. En attendant, on voit pas du tout si les mains se lèvent, et je n'entends pas de voix. C'est un film qui parle d'énormément de choses, mais c'est aussi un film qui rend très joliment hommage. Je ne sais pas si c'est un bon mot, mais en tout cas qui parle de l'imaginaire, de l'imagination, du pouvoir de l'imagination, comment on peut avoir une vie rêvée. Ça, c'est très cinématographique. Oui, et puis de savoir finalement quel est le réel ou le rêve, en fait. On vit un peu entre les deux. Non, moi, c'est des thématiques, en fait, qui me travaillent beaucoup, en tout cas. C'est la notion de réalité. Et comment on peut rendre magique les choses, que ce soit au cinéma ou dans la vie aussi. Je sais que ce film, que ce soit à l'écriture, même en lisant le livre, tout simplement, mais et en le faisant, en tant que papa d'une petite fille de 8 ans, ça m'a énormément changé. Je m'interdis de faire la gueule chez moi. C'est impossible. J'essaye de faire en sorte que chaque jour soit magique, ou presque. Et c'est important, je crois, la magie. Donc, c'est pour ça que ce livre m'a bouleversé à tout niveau. Et le mensonge aussi, parce qu'on voit bien comment le mensonge peut aussi transfigurer très joliment le réel. Au début, c'est Romain Duris, et puis après, finalement, cette illusion permanente, ce grand tourbillon de la vie aussi, c'est aussi cette idée-là que le mensonge peut rendre le monde plus beau. Oui, absolument. Qui est très cinématographique. Oui, moi, je suis touché par ça, quoi. Bonsoir. Merci beaucoup pour le film. Voilà. Ah, ça y est, je vous vois. Donc merci beaucoup pour le film, c'était vraiment beau et émouvant. Ça m'a vraiment donné envie de lire le livre pour le coup. Bien. Et je voulais savoir si ça a été dur de retranscrire un peu l'ambiance dans laquelle se passe le film, l'époque, et aussi du coup comment c'est écrit dans le livre. Dans le livre, en fait, c'est intemporel. C'est-à-dire qu'on ne sait pas à quelle époque ça se passe. Donc, justement, les gens qui m'appelaient pour me dire qu'il fallait que je fasse le film me disaient, tu vas voir, ça se passe dans les années 30. Je dis, ah bon, d'accord. Et d'autres me disaient, ça se passe dans les années 50, d'autres 60, d'autres 80. Donc, c'était intemporel. Donc, moi, j'avais pas envie d'intemporalité, en fait, pour faire le film. Je voulais que le film soit plus incarné. Et donc, j'ai choisi cette période, les années 60, la fin des années 60, juste à l'aune de 68. Parce que c'était une période assez dingue et aussi de remise en question de la société, donc ça m'intéressait. J'avais fait les années 50 avec Populaire et j'adore ces périodes 50, 60. Je suis moins 70, j'aime bien 80. Et donc je me suis dit je vais faire dans les années 60. Et puis en plus il y avait toute la partie psychiatrique du film, et on sait qu'à cette époque on traitait les malades en les brutalisant, et que c'est plus le cas maintenant. Donc, c'était intéressant de se saisir de ça aussi. Et comment faire un film dans les années 60 ? C'est énormément de travail, énormément de préparation, énormément de réunions. Et c'est très collégial. Donc, avec mon chef-op, avec ma chef déco, même le maquillage, coiffure. Costume aussi. Les costumes. Et c'était des très, très grandes réunions. Et surtout, on ne se lâchait pas. On était tous ensemble à chaque prise de décision pour harmoniser les couleurs, pour harmoniser les formes, pour faire esthétiquement donner du sens et donner en fait de la fougue au film. Et on retrouve votre goût pour les couleurs qui avait déjà dans Populaire aussi. Vous aimez bien les couleurs très marquées, très affirmées, avec comme ça des chromies très très puissantes qui visuellement, du coup, à l'écran, ça donne des choses très dessinées d'une certaine manière.
Je crois que je suis un danseur frustré, un peintre frustré, un musicien frustré, un chanteur frustré. Donc le 7e art me permet de rassembler tout ça. Et donc là, pour le coup, avec les couleurs, j'ai eu l'impression de peindre vraiment. Et ça, c'est grisant de pouvoir faire ça. Danseur raté, mais comment s'est passé le travail sur les chorégraphies, justement, les parties dansées? Eh bien, j'ai d'abord cherché qui pouvait faire ça. Moi, j'adore la danse, et la danse contemporaine, classique. Je vais voir des spectacles. Et je me suis dit, voilà, qui peut enseigner la danse à Romain et à Virginie? Qui peut créer les chorégraphies en y donnant de l'émotion et du sens? Et on m'a présenté Marion Motin, qui est une super chorégraphe qui a travaillé avec Stromae et Christine and the Queens, qui a été danseuse pour Madonna aussi, et qui fait des spectacles de danse contemporaine, en fait, avec sa troupe. Et ce que Marion me disait, c'est qu'elle a conçu les danses pour y donner vraiment du sens. Moi, je lui avais donné quelques références de chorégraphes que j'aimais bien. Et surtout, elle a enseigné la danse à Romain et Virginie en leur disant, techniquement, ne cherchez pas à être parfait, c'est l'interprétation qui compte et c'est ça qui sortira. Et c'est, je pense, ce qui se déroule et on le voit en fait dans leur corps, dans leur manière d'être. Et puis il y avait une grande difficulté, c'est la première danse, le tango, parce que en fait, si vous êtes féru comme moi par exemple, de comédie musicale au cinéma, souvent en fait les chorégraphies ne sont pas parlées. Et là, il fallait qu'ils parlent pendant qu'ils dansaient. Il y a eu énormément de répétitions pour y arriver, être bon dans le rythme. C'était pas en post-production, les voix? Non, absolument pas. Donc c'est beaucoup de travail et Romain et Virginie sont des travailleurs de dingue. Donc c'était bien pour eux et ça a permis, puisque ça a été fait les répétitions avant le tournage, qu'ils puissent en fait s'appréhender et travailler leur corps et être ensemble, ce qui fait que dès le début du tournage, ils étaient un couple au final. Vous aviez des références de comédie musicale ou vous avez parlé là brièvement de comédie musicale? C'est marrant parce qu'il y a West Side Story en ce moment qui passe de Spielberg et ma référence c'était West Side Story de Robert Wise parce que le film de Spielberg n'était pas encore sorti. Et en fait, ce que j'aime chez Robert Wise, c'est la manière dont il arrive à sortir la puissance de la danse, les cadres et la bonne distance de caméra à chaque fois qu'il a. Et ça m'impressionne beaucoup. Donc en fait, il y avait essentiellement cette référence pour le film. Bonsoir. Normalement, je suis à peu près. Oui, je vous vois. Pratique. Je vous remercie pour ce film. Je l'ai trouvé beau. Et beau dans plusieurs sens. Beau, effectivement, avec l'esthétique, les costumes, tout ça. Visuellement, c'était très plaisant. Et beau aussi de poésie. Et en fait, je cherchais en regardant le film, ça me faisait penser à Pierre Bottero quand il a fait Elana. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez. Non. Pas du tout. Non, mais ça, je vais regarder. En fait, c'est un roman plutôt ado, mais il y a une communauté, c'est fantastique, Marchombre. C'est la poésie, c'est le sens de la vie, le sens des mots. Et il y a un des personnages qui dit, quand on lui pose une question, tu veux la réponse du savant ou du poète? Et à chaque fois, je trouve ça magnifique. Et en fait, ça m'a fait penser à ça. Je ne me rappelle plus exactement de la réplique, mais si la vie est imparfaite parfois, alors donnez-moi une histoire belle. Ah oui, c'est très proche, en fait. C'est marrant. Donc voilà, je voulais remercier pour cette poésie et effectivement aussi réfléchir sur la folie. Enfin, c'est très violent quand on voit ce qui se passe dans le centre psychiatrique et heureusement, c'est plus le cas. Non, et puis la poésie aussi, elle vient de, par exemple, Solane, l'enfant qui joue Gary, était extrêmement inventif. Et ce qui était dingue, c'est qu'il connaissait le scénario par cœur. Je ne parle pas des dialogues, de le connaître par cœur, mais il avait, il avait le scénario et les personnages en lui. Ce qui fait que, en fait, presque à chaque scène, il arrivait à créer des choses visuellement et comme des rimes, en fait. On parlait de poésie, d'une séquence à une autre. Et il apportait aussi beaucoup ça. Par exemple, la première scène qu'il a tournée, qui était la scène dans la chambre de l'appartement avec Virginie, où il est en train de raconter l'histoire du tremblement de terre,
il s'est mis à se mettre une boucle d'oreille, à se mettre des bracelets tout seul. Et c'était sans cesse comme ça. Tous les objets en fait, qui étaient autour de lui, il s'en emparait pour en faire quelque chose. Et je ne peux pas dire exactement quoi, mais il y a des moments où il fait carrément des clins d'œil à des certaines parties du film. Il était vraiment très impressionnant. Combien de temps vous avez travaillé sur ce film? Combien de temps on met entre le moment où on lit le livre, où on écrit le scénario, où on tourne, on prépare, on tourne d'abord, on monte? Je crois que c'est 3 ans et demi environ. C'est-à-dire entre le moment où on décide de faire le concours et le moment où on termine le film. Donc c'est un long travail, mais ce qui est à peu près légion pour un film comme ça, en tout cas tourné en France. C'est marrant d'appeler ça le concours, je trouve. Finalement, on fait des films en gagnant des concours. Non, en tout cas ce film. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je ne vais pas répéter tous les compliments qui ont déjà été faits, mais je m'y joins quand même. Alors, ce film est magnifique. Et alors, comment, par rapport au livre, où est la trahison? Où sont les trahisons? Alors, je ne sais plus. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, le livre et le film se sont totalement confondus. Et Olivier Bourdeau est arrivé, il est venu 3-4 fois sur le tournage. Quand on tournait des scènes, j'allais le voir et je lui disais, mais Olivier, c'est toi qui as écrit ça ou c'est nous? Et parfois c'était lui, parfois c'était nous, parfois c'était un mélange des deux. Et ça, c'était... Donc je ne sais plus où j'ai trahi. Après, s'il y a des choses, mais ça en devient presque un peu technique. Donc quand on parlait de poésie, restons poète et pas savant peut-être. Ils ont douce. Est-ce que vous avez fait le film que vous avez rêvé dans votre petite bande-annonce de 2 minutes? C'est prétentieux ce que je vais dire, mais c'est mieux que ce que j'avais imaginé. Donc, je m'en fous, et je le dis. Ouais. Donc ça veut dire aller au bout de ses rêves aussi. C'est exactement ça. C'est ce que pourrait dire le film d'une certaine manière. Ouais. Et puis ça, moi, c'est un film qui m'a fait du bien à écrire, à tourner, à montrer maintenant. Ça me réjouit. C'est le film où j'ai pris le plus de plaisir, de joie, d'énergie à faire. Et ça, vous savez d'où ça vient? Enfin, que peut-être chaque segment est abouti de ce travail-là? Oui, il y avait ça. J'ai travaillé surtout avec une équipe absolument extraordinaire. Donc, d'un seul coup, on était tous à fond. On voyait les scènes de danse, par exemple, de la fête. Donc, on a motivé les gens comme des dingues pour que ça paraisse vraiment une fête. Donc, on faisait la fête. Vraiment. Ils ne buvaient pas d'alcool, ni ils ne fumaient pas non plus de joint, je vous rassure. Mais nous, on était là et toute l'équipe, on dansait tout le temps. Donc, on était tous imprégnés de l'ambiance de cette histoire. Et on était tellement imprégnés que je crois que je te racontais, je ne sais plus si c'est à toi que je racontais ça, mais par exemple, souvent, quand les comédiens ont une scène dans laquelle ils ne jouent pas, plutôt une scène où ils ne jouent pas, ils s'en vont dans leur loge maquillage pour attendre quand ils vont intervenir. Et là, c'était assez fou parce que presque tous les comédiens restaient sur le plateau. Et au lieu de se reposer, en fait, ils voulaient regarder les scènes des autres. Et non pas, en fait, finalement, les comédiens en train de jouer ou de faire une performance, mais de voir, Romain me disait, j'ai besoin de voir ma famille, j'ai besoin de voir ma femme et j'ai besoin de voir mon fils, en fait, évoluer sans moi. Et Grégory était pareil, par exemple. Ils ont vu le film. Vous pouvez nous raconter comment ils ont réagi, Romain et Virginie et Grégory? Alors, et même le petit, en fait. Oui, pardon. Même le petit qui est très bien. Alors, dans le désordre, en fait, Solane, lui, quand il a vu le film, en fait, il était avec ses parents et il jouait tous les dialogues pendant que le film a été diffusé. Il a quel âge?
Il a 10 ans et demi maintenant. Et rejouer tout le film. Donc en fait, à la fin du film, il est en larmes. Il était en larmes dans la salle. Donc c'est un enfant hypersensible. Mais il adore le film. Il est tellement heureux d'avoir fait ce film et nous de l'avoir eu. Donc ça, c'était pour Solane. Grégory Gadebois ne voit aucun film qu'il tourne. Jamais. Jamais. Donc je me suis déplacé au Festival d'Arras. Vous ne l'avez pas torturé pour qu'il vienne? Non, non, non. Et donc il était au Festival d'Arras avec moi et Solane. Et il a vu la réaction de la salle à la fin. Et il a dit, peut-être que je vais le voir quand même. Et Virginie, elle a vu le film et elle m'a dit, c'est la première fois que je pleure à un film dans lequel je suis. Donc ça, c'est chouette. Et Romain, lui, l'a vu et a eu du mal à le voir. Parce que, en fait, au moment du tournage, Romain a vécu des choses personnelles assez dures et dont il s'est, je pense, servi pour interpréter le personnage de Georges. Donc quand il a vu le film, il a dit « Je trouve Solane, Virginie, Grégory absolument canon. Et je trouve que c'est hyper bien fait. » Et il me dit « Mais moi, je n'arrive pas du tout à me voir parce que en fait, je ne vois pas Georges, mais je me vois moi dans la période en fait difficile dans laquelle j'étais. » Donc il m'a dit « Il faut que je le revoie un peu plus tard. » Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va se dire au revoir et à bientôt. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, merci beaucoup. Je crois qu'il y a encore une question. Encore une question. Ah, pardon, excusez-moi. Non, c'est pas une question, c'est pour vous remercier d'avoir remis la danse au centre. Je crois que c'est Nietzsche qui dit qu'un jour sans danser est un jour perdu. Et voilà, et je vous souhaite que vous connectiez avec ce danseur frustré que vous êtes. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous tous, vraiment. Vraiment. Merci pour ces très belles paroles de part et d'autre. Merci. Bonsoir à tous. C'est là que tu vois le travail, des comédiens sur les mémoires sensorielles.